et d'éclairer la lanterne de nos populations. Voilà, pour qu'ils ne soient pas surpris. Voilà. Ils ne soient pas surpris et qu'ils comprennent le côté où est leur intérêt. Et que les aventuriers de la politique ne viennent pas là avec des slogans, les bassiner, les endormir. Voilà. Donc, je prends la réaction de Black Top Channel qui dit il se dit que le Cameroun a un déficit de logement. Le Cameroun, pour qu'on commence à dire que bon, on va s'asseoir pour parler de logement, il faut au moins construire 2 millions de logements. 2 millions. Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle, ceux qui ont fait les maths ici, là. Hein. On dit, quand on dit souvent l'inflation baisse, en réalité, pour ceux qui maîtrisent les maths pour la finance, l'inflation ne baisse jamais. C'est le taux de progression de l'inflation qui baisse. Parce que l'inflation est toujours là. Les prix montent toujours. Mais la vitesse de la hausse des prix ralentit. Et c'est là qu'on dit l'inflation baisse. L'inflation ne baisse jamais. Bon. Les prix sur le logement dans notre pays augmentent sans cesse. En construisant 2 millions de logements, les prix sur les logements va ralentir sa progression, amorcer le ralentissement de sa progression. Ça veut dire que si ça augmentait comme ça, je sais pas, il faudrait que je prenne peut-être, bon. Bref, ça veut dire que si la courbe montait de manière dans cette pente-là, elle va monter de cette pente-là, mais elle va toujours monter. Ça veut dire que si ça montait comme ça, comme un avion qui décolle, ça va monter peut-être comme ça, comme un camion qui monte une colline. Mais ça ne veut pas dire que ça ne monte pas, ça monte toujours. Ça, c'est quand vous faites 2 millions de logements. Et après les 2 millions de logements, là, maintenant, il faut commencer à produire d'autres logements. Et donc, arriver aux 5 millions de logements dont tu parles. Le problème, c'est que ce n'est même pas la préoccupation du gouvernement en ce moment. Ce n'est même pas leur préoccupation. Ce n'est même pas leur préoccupation, je dis. Donc, c'est comme ça. Voilà, donc, comme tu dis, ça signifie une grande réorganisation de l'État. Et donc, ça fait une transition conduite par les militaires. Voilà, je dis bien. Ouais, vas-y pour ta question concernant le dollar. J'évacue et je sors. Le Black Channel, vas-y pour ta question concernant le dollar. J'évacue la question concernant le dollar et après, on passe au deuxième sujet de la soirée. Vas-y, concernant le dollar, j'attends la question. Parce qu'après le dollar, on a une autre question. Hein? Vas-y. J'ai encore 2 directs là au moins. J'ai la construction de 2 raffineries et j'ai le congrès du MSC. Voilà. Donc, il faut bouger. J'ai le congrès du MSC et j'ai dans la Sarthe. Donc, je crois peut-être on va finir par le congrès du MSC. On va parler de l'économie. Black Top Channel. Je te donne encore 30 secondes. Je présume que tu dois être en train de taper ta question. Donc, tu poses ta question. Sur le dollar fort, je réponds. OK. Donc, Black Top Channel est peut-être parti. Bon, les amis, merci d'avoir suivi la présentation, là. Je vous donne rendez-vous, disons. OK, il a demandé, le dollar fort amène les investissements agricoles hors des États-Unis. Bon, je vais expliquer ici. Hein, le dollar fort amène-t-il les investissements agricoles hors des États-Unis? Je n'ai pas les chiffres. Il faudrait que je consulte les chiffres du National Bureau Economics pour savoir si les investissements agricoles quittent les
États-Unis pour aller à l'étranger, hein, les nouveaux projets agricoles, tout ça. D'abord, les États-Unis investissent toujours. Les Américains ont acheté énormément de terres dans des pays comme l'Ukraine pour pouvoir faire la culture du blé, du soja, du maïs, etc., etc., etc. Donc, ce sont des grands investisseurs à l'étranger. Dans le domaine agricole, je m'entends bien. Mais également dans leur pays, donc pour la souveraineté alimentaire, nourrir la population, le blé, le maïs, etc., etc. Et également aussi en Amérique latine, dans des pays comme le Mexique, où ils produisent beaucoup de tomates. Hein. Ceux qui connaissent le tomate wa, etc., etc., etc. Donc, les Américains investissent beaucoup dans ces pays-là. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre concernant les États-Unis et l'investissement dans les secteurs stratégiques, d'abord, sur le dollar fort, la raison pour laquelle nous avons le dollar fort en ce moment aux États-Unis, la raison pour laquelle nous avons le dollar fort, c'est parce que le dollar américain est coté sur un marché à Londres qu'on appelle le Forex. C'est une monnaie que vous pouvez acheter sur le Forex à Londres. Vous achetez. Par exemple, si vous avez de l'or, vous pouvez acheter le dollar contre de l'or, par exemple, sur le Forex à Londres. Si vous avez l'euro, vous pouvez acheter l'euro contre le dollar canadien. Donc, quand vous allez sur le Forex, moi, par exemple, je suis connecté sur le Forex ici, les prix bougent tous les secondes, tous les millièmes de seconde. Tous les millièmes de seconde, les prix bougent. Ça bouge. Tous les millièmes, ça bouge en millièmes de seconde. Sauf qu'il y a un gros mouvement. Et même quand vous voyez un gros mouvement dans une journée là, c'est aller petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit. Il faut attendre 1 heure pour voir qu'il se passe quelque chose. Pourquoi? Parce que les grandes banques internationales, les grands fonds de pension, les États, dont le trésor public des États, les banques centrales, etc., passent des ordres d'achat sur passent des ordres d'achat sur les plateformes internationales que le Forex pour acheter. Généralement, ce sont les grandes banques autorisées qui achètent pour le compte de leurs clients. Elles achètent des dollars. Le client dit, bon, moi, je dispose d'un compte d'opération de tel nombre, 4 milliards de yens dans votre banque, oui. Bon, en contrepartie, ces 4 milliards de yens, je voudrais tant en dollars. Donc, vous cédez des yens, vous achetez des dollars. Et maintenant, vous faites du premium ou du discount, comme on dit achat à premium, achat à discount. Achat à premium, ça veut dire que vous engrangez des marges, vous engrangez, vous engrangez des, je ne dirais pas des pertes, mais pertes de valeur, si vous voulez. Maintenant, quelle est la condition qui fait que le dollar augmente sur le marché du Forex? Le dollar augmente sur le marché du Forex quand il y a, d'abord, le dollar baisse sur le marché du Forex quand, par exemple, l'État américain procède à une émission massive du dollar. Donc, il y en a trop sur le marché international. Et comme il y en a trop sur ce marché international, la valeur faciale du dollar baisse, le coût de la monnaie baisse. Mais par contre, les États-Unis, contrairement à ce qu'on peut croire, je lis trop de choses des panafricanistes là, etc., etc. Ça m'amuse beaucoup. Les États-Unis, par exemple, le coût du dollar, les États-Unis, par exemple, le coût du dollar, si vous voulez, s'apprécie lorsque le gouvernement américain, par exemple, lance des grands travaux. Lorsque le gouvernement américain dit, par exemple, we are rebuilding our infrastructure, vous avez des entreprises étrangères qui veulent s'installer aux États-Unis. Donc, il faut acheter ou louer un terrain. Il faut acheter ou construire un immeuble. Il faut acquérir du matériel industriel. Et il faut démarrer la production. Bon. Lorsque vous avez fait cela, donc acheter, démarrer la production, etc., etc., lorsque vous avez mis toute cette organisation-là en place pour pouvoir lancer la production, etc., etc., etc.,
vous achetez des devises quand vous êtes un opérateur étranger sur le marché du Forex. À partir de ce moment, la demande de dollars augmente, le coût augmente. Deuxième chose, lorsque le coût du dollar est élevé, les touristes américains voyagent beaucoup à l'étranger parce que le coût de leur monnaie est fort. À partir du moment où le coût de leur monnaie est fort, il y a forcément plus de dollars qui est dépensé à l'étranger. Et ces plus de dollars-là est racheté souvent par des entreprises comme les Américains ont fait lancer la production des semi-conducteurs et beaucoup d'autres types d'industries stratégiques relocalisées sur leur territoire, la voiture électrique, accélérer, etc., etc., etc. Donc, quand ils accélèrent comme ça crée parce que quand je vois les gens dire, oh, la Chine dans la voiture, il y a des choses que je ne veux pas dire là parce que c'est des secrets professionnels et ce n'est pas bien de le dire dans un direct comme ça. Mais ça met dans une situation telle que les investisseurs chinois, par exemple, pour leur expansion dans le monde, des constructeurs automobiles chinois, pour leur expansion dans le monde, ont besoin de beaucoup de dollars pour se répandre dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi demander du dollar. Mais la Chine ne demande pas comme tout le monde. Elle demande, étant donné qu'elle a des bons de trésor américains, elle va demander des dollars aux grands fonds de pension par un processus de sécurisation. Donc, tout ça va faire qu'il y a une demande de dollars très forte sur le Forex. Et il n'y a que la Réserve fédérale américaine qui peut réguler ça. Soit elle imprime massivement des dollars. Voilà. Et l'autre chose qui a fait que le coût du dollar augmente, c'est le fait que l'Europe, avec le sabotage de Mainstream 1, Mainstream 2, l'Europe ne pouvait plus se procurer le gaz russe. La conséquence, c'est que le gaz et le pétrole russe, la conséquence, c'est que maintenant, l'Europe devait se procurer du GNL et du pétrole de schiste américain et du gaz de schiste américain. Et on sait que le poste d'énergie, c'est un poste qui pèse très lourd dans le commerce extérieur des États. C'est pour ça que moi, quand je vis le Cameroun, dit qu'il va dépendre de l'importation, j'ai dit, mais j'avais déjà dit dans un direct que c'est le suicide en direct. Donc, l'Europe qui dépend maintenant du GNL américain, la conséquence de cette dépendance au GNL américain, c'est que l'Europe a besoin de beaucoup de dollars. D'ailleurs, si vous regardez bien, la valeur de l'euro, je l'ai déjà dit, l'euro est cher, le dollar est cher dans le guichet des banques camerounaises. C'est d'abord parce que la valeur du dollar par rapport à l'euro, le dollar s'est apprécié par rapport à l'euro s'est déprécié par rapport au dollar. Et comme le franc CFA a une parité fixe avec l'euro, lorsque l'euro se déprécie par rapport au dollar, obligatoirement, le CFA se déprécie par rapport au dollar, ça veut dire qu'il faut plus de CFA pour acquérir un dollar. Ça, c'est la conséquence du fait que la France, l'Allemagne, etc., dépendent désormais du pétrole de schiste américain et du gaz de schiste américain pour faire tourner leurs industries. Donc, ça pénalise énormément. Donc, c'est une conjonction de facteurs. La personne qui peut débloquer cette conjonction de facteurs, c'est la Réserve fédérale américaine. La Réserve fédérale américaine peut débloquer cela en mettant en place une émission massive de euro-dollar. Euro-dollar, je rappelle, les dollars en circulation aux États-Unis, on appelle ça US dollar. Et vous entendez peut-être un Américain ou un financier dire euro-dollar, euro-dollar. Donc, les dollars en circulation à l'étranger, ce sont les euro-dollars. Voilà. C'est ça qu'il s'agit. Donc, c'est la Réserve américaine qui peut imprimer et mettre sur les plans financiers étrangers des du dollar. Mais elle n'y est pas pour l'instant. Donc, la Réserve fédérale n'envisage pas d'augmenter les euro-dollars. Ce qu'elle envisage de faire dans les jours qui viennent, c'est d'abord à l'intérieur des États-Unis, c'est de baisser les taux d'intérêt. La raison pour laquelle la Réserve fédérale n'envisage pas des injections massives de euro-dollars, donc des dollars, foreign currency, donc les foreign dollars, c'est parce qu'ils se disent que s'ils mettent trop d'euro-dollars sur les marchés, ça va, si vous voulez, en quelque sorte, ça va, je veux dire que ça risque de fausser le jeu. Parce que le fait que le coût du dollar soit aussi élevé, ça donne un coup de pouce à des pays comme la Chine qui sont en difficulté et que les États-Unis ne veulent pas avoir dans les mains de la Russie, dont la Chine est en difficulté économiquement et dont les États-Unis voudraient permettre à la Chine
de retrouver un peu plus de compétitivité de ces exportations vers les autres pays d'Asie et vers les pays d'Afrique. Ça, les Africains ne peuvent pas voir ça, mais c'est ce qui est. Donc, c'est pour ça que quand vous voyez le président chinois dit venir aux États-Unis, c'est pour négocier pour des choses comme ça, pour dire, voilà, faites une pause un peu, attendez 1 voire 2 ans, le problème qu'on retrouve un peu la compétitivité de notre industrie. Et les Américains disent aussi à Asie, OK, d'accord, mais tu as telle substance qu'on fabrique chez toi, qu'on vend ici, qui, comme le crack, est en train de tuer nos enfants, etc. Donc, il y a on appelle ça le bargaining power. Bargaining power. Donc, les deux discutent, mais peut-être pas à San Francisco, mais ils avaient déjà discuté avant via leur ministre des Affaires étrangères et ils sont tombés d'accord et on peut y aller. Voilà. Donc, la politique, voilà pour ce qui est la politique du dollar fort. Elle résulte exclusivement de la relance des investissements aux États-Unis qui a entraîné une demande de capitaux, l'occurrence de dollars, et par des grands consortiums ou qui financent l'investissement comme BlackRock que tu as donné ou qui font autre chose. Et à partir de ce moment-là, il faut le bargaining power. Il faut le bargaining. Il faut que les gens discutent pour pouvoir trouver comment régler les problèmes. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, maintenant, est-ce que ça amène les investissements agricoles hors des États-Unis? Naturellement, oui. Pourquoi? Parce que, je ne sais pas moi, à un moment ici, on avait le dollar à 450 francs CFA. Aujourd'hui, on a le dollar à 650 francs CFA. Ça veut dire que si je sors 10 000 $, avant c'était 4 500 000, aujourd'hui c'est 6 500 000. Ça veut dire que j'ai un surplus de pouvoir d'achat. Si je veux acheter donc un terrain au Cameroun pour faire l'agriculture, si on me dit que le terrain a 500 000 hectares ou est à 100 000 francs l'hectare, tu comprends bien qu'avec 10 000 $, hier je pouvais acheter 450 hectares, aujourd'hui je peux acheter 650 hectares. De manière mécanique, ce qu'on appelle le gain de change me permet de me procurer 200 hectares de plus. C'est le moment favorable pour moi pour acquérir le terrain. Donc, comme on dit, ça permet de prendre la décision d'investissement. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est évident que les États-Unis, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, depuis ont acquis beaucoup d'espace en Europe de l'Est pour produire en Europe de l'Est et vendre en Europe centrale, donc en France, en Italie, en Suisse, en Angleterre, etc., en Europe centrale. Ils ont fait des acquisitions de terres, ils ont utilisé leurs firmes, John Deere, beaucoup d'autres entreprises ici, ou d'investisseurs étrangers installés ici, Komatsu, qui produisent des grands engins pour l'industrie, pour la production agricole, donc des tracteurs pour cultiver les céréales, les fruits et légumes, les oléagineux, etc., 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 etc. Ça, c'est important. Donc, la hausse du dollar fort, oui, va donc entraîner la hausse des investissements dans le domaine de l'agriculture. Maintenant, on peut se poser une autre question. Pourquoi ces investissements dans le domaine de l'agriculture n'arrivent pas chez nous au Cameroun? C'est une lapalissade. C'est à cause de la corruption. C'est à cause de la mauvaise gestion. C'est à cause des pots de vin qui sont demandés. Or, aux États-Unis, vous avez une loi qui s'appelle le Foreign Corrupt Act. Et ce Foreign Corrupt Act punit, n'est-ce pas, tous les gens qui se mêlent des transactions à forte odeur de corruption à l'étranger à partir du territoire américain. Voilà, donc c'est ce que j'avais à dire. Et je pense que j'ai répondu à ta question. Voilà, l'Allemagne est rentrée dans ce voilà. Donc, je fais un break. Donc, vous avez vu, on a pratiquement fait 2 heures. Mais 2 heures, là, pourquoi on fait 2 heures de direct? Pour moi, c'est 3 heures parce qu'il faut créer le truc, partager, etc. Donnez-moi un break de 30 minutes. Hein. Ici, il est pratiquement 18 heures. Je reviens à 18h30 pour qu'on parle de la construction d'une raffinerie d'or dans un pays comme le Burkina Faso et le Mali. Merci beaucoup de Black Talk Chain. OK, merci beaucoup. C'est gentil. Moi, j'aime quand les gens disent merci. Parce que c'est le seul salaire qu'on gagne de cette histoire-là. Voilà, à tout à l'heure donc, et je reviens et puis on va continuer sur la construction de 2 raffineries d'or au Mali et au Burkina. Bye.